Salut à tous. Alors, on revient sur l'analyse des data de la FunCup. Alors, comparé à la dernière vidéo, j'ai fait quelques petites modifs pour que vous ayez plus facile à voir, notamment l'épaisseur des courbes. Ici, ce sera plus facile à voir sur la vidéo, je pense. J'ai également changé les couleurs. On a donc Jérôme avec son Bestlap en 52.7 qui est en bleu clair, et Max avec son Bestlap en 54.5 qui est en rouge. Alors comme on avait dit, on va regarder un peu plus près différentes choses qu'on peut déjà constater uniquement avec la courbe de vitesse qui est celle-ci. Alors évidemment, deux, trois précautions à prendre. Hein. Comme je l'avais déjà dit, ce sont des datas qui ont été faites en course. Donc il y a des choses qui peuvent paraître surprenantes, mais qui sont dues, qui peuvent être dues à une action qui est due à un dépassement ou un freinage ou ralentir plus que la normale, parce que on est gêné par un autre véhicule, ou à l'inverse, bon c'est un peu moins le cas sur Zolder, mais par exemple sur Spa, on pourrait très facilement voir une plus grande Vmax si on est dans la speed, dans la montée du Kemmel, par exemple. Donc ça, ce sont toujours des choses à prendre en compte quand on analyse, et donc être prudent, voire éventuellement comparer sur plusieurs tours, voir si c'est quelque chose, si c'est des choses récurrentes. Mais ici, on va plus regarder à déjà un petit peu repérer différentes choses, notamment en termes de technique de freinage, de dégressif, de remise des gaz. Tout ça, c'est des choses qu'on peut voir déjà avec la courbe de vitesse. Alors évidemment, encore une autre chose on doit aussi prendre en compte, la courbe de vitesse ici, elle est extraite. Elle est extraite pas par une sonde Pitot, ni par un calcul basé sur un capteur infrarouge qui serait mis sur les roues. C'est un calculateur GPS. Donc il peut y avoir de temps en temps des petites erreurs dues à la qualité du signal GPS ou dues à la fréquence, ou enfin voilà, il peut y avoir quelques petites erreurs. Et ici par exemple sur le tour, c'est par exemple le cas. Hein. On voit ici que l'accélération est tout d'un coup, elle est nettement plus forte avant de rediminuer et de revenir sur une courbe plus normale. Alors, à moins que quelqu'un l'ait poussé avec une voiture qui faisait 300 chevaux de plus, je vois pas trop comment ça pourrait être possible. Donc ça, à mon avis, c'est typiquement une erreur due au signal GPS. Voilà, ceci étant dit, on va commencer un petit peu à regarder. Alors ici, on avait vu que dans la précédente vidéo, on avait vu que Jérôme était en train de doubler une voiture dans le T1, ce qui explique sa vitesse de passage en courbe plus faible, étant donné que n'étant pas sur la trajectoire optimale, il pouvait difficilement avoir une vitesse à la corde aussi rapide que normalement il aurait dû avoir. On peut peut-être éventuellement voir ici sur un autre tour, voilà, un tour où visiblement il n'a pas été gêné, on voit tout de suite que la vitesse de passage dans la courbe est nettement meilleure. Voilà, donc éventuellement je peux peut-être prendre ce tour là, il n'y a qu'un dixième de différence, donc on peut peut-être prendre ce tour là, on va directement mettre la bonne couleur, voilà, et on va plutôt sélectionner ce tour là, donc comme je disais, pour faire nos analyses, comme ça au moins on n'est pas trop gêné par un éventuel dépassement. Alors encore une fois, petit récapitulatif, on voit quand même assez souvent que le passage en courbe est nettement plus rapide. Alors que je vérifie, on est en distance.
Donc en plus de voir que la vitesse de passage en courbe est plus élevée, on peut voir aussi que la vitesse la plus faible n'est pas au même endroit. Et on voit ça ici aussi. Donc ça voudrait déjà dire que la corde a été... Mince. Voilà, que la corde a été prise plus tôt par Max. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose. C'est pas forcément mauvais. Ça dépend ça peut dépendre de différentes choses. Hein. Une corde un peu plus tôt peut permettre de freiner plus droit et donc de freiner éventuellement plus tard, mais ici c'est pas le cas. On voit clairement que c'est pas une technique volontaire de Max. On voit toujours qu'il y a un petit décalage. Alors ici on peut regarder la distance, on est à 1079 mètres et ici on est à 1095 mètres. Allez, on va dire il y a 15 mètres de différence. Ici on est à 570 mètres. Là, on est à 587 mètres. Donc, il y a une différence assez régulière d'une quinzaine de mètres. Donc, si on revient sur la map, on va essayer de zoomer là. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre. Dans le T1, on voit que Max est à la vitesse la plus faible ici. Ensuite, il commence déjà à accélérer. Donc, il n'est pas encore à l'apex, qu'il commence déjà à accélérer. Donc, on voit clairement que, alors que ici, il est précisément à l'apex au moment où Jérôme réaccélère. Alors que Max, c'est un petit peu avant l'apex qu'il a sa vitesse la plus faible et il commence à accélérer. Visiblement, on peut voir que Max se rend bien compte que le virage, il peut le passer plus vite et donc il accélère. Donc je pense qu'inconsciemment, il se rend compte lui-même qu'il passe pas assez vite. Et donc il essaye de rattraper son erreur pour passer plus vite et éviter d'arrêter de perdre du temps. Le problème ce faisant, c'est que quand on accélère, on reporte le grip sur l'arrière et on délaisse un petit peu l'avant, la voiture se cabre. Et donc forcément, il va avoir un petit peu moins de rotation. Parce que il n'y a pas énormément de chevaux suivant les virages. Je veux dire, c'est pas une Corvette GT1, hein. Donc même pied au plancher, une Fun Cup qui accélère, voilà, c'est pas un monstre. Donc il y a peu de chances qu'il ait cette rotation grâce à l'accélération, en faisant glisser le train arrière. Donc voilà, la manière dont il fait les choses ici peut éventuellement poser problème en créant du sous-virage avant d'être à l'apex, qui est théoriquement l'endroit où il doit braquer le plus. Donc ça, c'est quelque chose qui va devoir être travaillé. C'est bien vérifier que sa vitesse la plus faible soit bien à l'endroit où il braque le plus. Ici, dans le cas présent, il y a quand même une différence de... Ici, quand je regarde, on est à 108 km/h. Ici, Jérôme, il est à 110 km/h, 111. Il y a 3 km/h de différence. C'est pas des vitesses énormes. Ça ne lui pose pas trop de problèmes. Mais voilà, vraiment, si la voiture était réellement conduite vraiment à sa limite, le fait d'accélérer trop tôt, et donc avant le point de rotation maximum, pourrait générer un sous-virage qui aurait tendance à l'emmener large. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Donc je note déjà ça.
comment est-ce que je vais appeler ça? De vitesse. Voilà. Avant l'apex, virgule, et accélération. Et accélération taux pouvant générer tout virage. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'on a regardé, qu'on a pu constater assez facilement. Hein. C'est quand même assez flagrant. On va un petit peu se pencher aussi sur les freinages. Alors ici, le premier virage, le freinage du premier virage, je ne vais pas trop regarder parce que comme vous pouvez le voir, c'est quand même une courbe assez longue avec un gros trail braking. Et donc ça nécessite d'avoir une bonne gestion du frein et c'est quasiment, étant donné qu'on n'arrive pas à des vitesses folles, avec la Fun Cup, bon ici on est à, que je regarde, voilà, on est à 170 km/h pour un virage qui passe à 110. Bon, autrement dit, quand on commence à freiner, on est déjà quasiment en train de tourner quasiment immédiatement. Donc, excepté peut-être quelques premiers mètres, on peut voir ici une légère baisse de la courbe de vitesse ici. On voit que bon, le freinage, la mise en application du freinage est quand même correcte. Donc ça va, mais j'ai quand même néanmoins remarqué sur quelques virages, voilà quelque chose que je voulais mettre un petit peu en évidence. Je vais pas trop zoomer quand même parce que au plus on zoom, au moins ça se voit. Voilà, je vais virer le curseur. Voilà, vous voyez que ici, donc sur Jérôme, quand il applique les freins, il y a une cassure nette, d'accord, qui pourrait même, je pense, être encore plus nette. C'est très légèrement arrondi. On voit ici par contre que chez Max, c'est déjà beaucoup plus arrondi. Donc on voit déjà qu'il n'est pas agressif sur l'attaque du frein. Et donc forcément, ben, c'est une petite perte de temps, étant donné que s'il était plus franc sur l'attaque du frein, ben, on pourrait dire que, même s'il freine plus tôt, on pourrait dire que en faisant un angle, un coin franc, ben, ici, cette petite distance-là, c'est une distance où qu'il aurait pu continuer pied au plancher. C'est pas grand-chose, c'est quelques dixièmes, mais c'est à noter. C'est à noter, parce qu'évidemment, une attaque du frein progressive, comme sur route normale, ben forcément, ça rallonge la distance de freinage, et donc ça fait perdre du temps. Et ça, on peut le voir, je pense, sur plusieurs freins. Ici, voilà, par exemple, ici, bon, ici, là, je sais pas trop ce qui s'est passé avec la courbe de vitesse, peut-être, je sais pas, une bosse ou peut-être encore une erreur de GPS. Ici, on voit, ça va, c'est relativement correct. L'application, l'attaque du frein est relativement franche, donc ça va. Alors ici, là, on va voir parce que l'attaque du frein est pas franche pour les deux. Alors là, évidemment, là, ça nécessite
discuter avec le pilote. Les deux, parce qu'ils font tous les deux la même, quasiment la même chose, quoique j'aurais presque tendance à dire que Max est peut-être mieux sur celui-là, car même si son attaque n'est pas super franche, elle l'est un peu plus que celle de Jérôme, et puis ben, forcément, de ce fait, ça lui permet de freiner plus tard. En freinant même un peu plus fort, on voit que la courbe, elle est un peu plus prononcée, et au final, il arrive, malgré qu'il freine plus tard, il arrive à une vitesse plus faible avant Jérôme. Donc on voit qu'il y a moyen de freiner un peu plus tard et plus franchement. Mais malgré tout, là, ici, pour ce freinage en particulier, donc on est ici, on passe sous le petit pont avec la grande courbe qui descend vers la gauche, et on monte sur les freins dès que la voiture... dès qu'on est dans la ligne droite. Donc, est-ce que la voiture n'était pas encore totalement stabilisée à cet endroit-là et que donc il ne sentait pas suffisamment en sécurité pour attaquer la pédale de frein franchement comme il le fait dans quasiment tous les autres virages? Ça, c'est à voir. Ça, c'est à voir, et si effectivement c'est le cas, il pourrait peut-être être intéressant de retravailler la trajectoire pour faire en sorte que ici sa voiture soit droite, stable, pour qu'il puisse freiner le plus tard possible avec une cassure franche de la vitesse. Donc ça, c'est à voir avec Jérôme et bien sûr aussi avec Max qui même s'il le fait mieux, je pense qu'il y a peut-être lieu de travailler un petit peu ici. Donc, pour pas oublier, je vais le noter également. Attaque du frein plus franche. Je vais oublier de mettre un petit tiret avant. Alors ici, je vais mettre un petit espace, voir avec Jérôme et Max le feeling avant, non, au freinage de la deuxième chicane. Point. Freinage progressif. Voiture non stabilisée. Point d'interrogation. Travail trajectoire possible pour avoir une voiture stable à l'attaque du frein. Voilà, deuxième piste à étudier. Donc là, comme je disais, à voir avec les pilotes. Donc on redézoome un petit peu. Alors on vérifie quand même aussi ici. On va voir, hein, toujours regarder. On voit ici que Max a freiné un petit peu plus... attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Max a freiné un petit peu plus tard. Un petit peu plus fort. Quel virage? Ah, ça à l'arrivée de l'épingle. On a ici l'épingle, elle est là. Donc il a freiné un petit peu plus tard. Bon, il arrivait un petit peu moins vite aussi, hein, faut le dire. Donc il freinait plus fort et au final il arrive plus lent. Bon, quasiment, allez. Quasiment à même vitesse. Sauf que ici, encore une fois, sa vitesse la plus faible, elle est avant l'apex, à nouveau. Alors que Jérôme, lui, c'est à l'apex. Donc ça, on l'a déjà noté. Alors, l'attaque du frein est correcte. On voit ici une petite inclinaison avant que ça recommence à tomber. Donc on voit vraiment que je pense que il devrait y avoir moyen, je pense, de travailler ça.
pour vraiment attaquer la pédale plus fort. Hein, il y a encore moyen, hein, surtout qu'ici clairement c'est un gros freinage. Hein, c'est un freinage sur une épingle, en venant d'une vitesse qui est quand même pour une Fun Cup relativement élevée. Hein, on n'est pas loin de 170 à l'heure. Clairement, ça c'est des endroits où on peut gagner du temps avec ce genre de voiture qui ne va pas vite. Alors encore une fois, il faut voir, est-ce que c'est inconsciemment, est-ce que c'est quelque chose qui peut se travailler mentalement en se concentrant là-dessus pour essayer d'améliorer ce point-là, ou évidemment, j'ignore s'il y a un Master Vac sur une Fun Cup. Donc ce qui veut dire est-ce que les freins sont assistés comme sur une voiture de route ou pas, ça je l'ignore, il va falloir que je le demande, parce que s'il n'y a pas de Master Vac, évidemment la pédale de frein est nettement plus dure que sur une voiture de route, et ben forcément ça demande un effort physique qui est quand même assez conséquent. Bon voilà, faut quand même pas oublier que ce ne sont pas des pilotes professionnels, ils n'ont pas la possibilité d'aller forcément faire du sport et se muscler et être fit pour pouvoir être efficace à chaque tour, constamment. Donc voilà, est-ce que c'est une cause, ou est-ce que c'est juste inconsciemment une technique de freinage qui peut être améliorée? À voir. À voir. Donc ça, je vais quand même noter. Donc ici, on retourne à la ligne. Pour l'attaque du frein, on verra plus tard quand on analysera la courbe de freinage en direct que on tourne à peu près à 70-75 bars, donc 70-75 kilos. C'est bien en dessous de ce qu'on peut voir sur la plupart des voitures de type GT et compagnie, ou monoplace, où là c'est régulièrement plus de 100 kg. Donc voilà, malgré tout, une pression à 70-75 kg de manière répétée, c'est pas rien. C'est pas rien. Pousser 70-75 kg, ça va, c'est gérable, mais le faire intensément, précisément, plusieurs fois, pendant plusieurs tours, à chaque virage, c'est déjà tout de suite autre chose. Donc ça, voilà. Voir avec les pilotes concernant l'effort physique pour l'attaque du frein, et voir si éventuellement il y aurait peut-être moyen de travailler un petit peu quelque chose de ce côté-là, faire un petit peu des exercices physiques qui pourraient un petit peu muscler les jambes. Pourquoi pas, c'est largement faisable. Si c'est nécessaire, évidemment. Allez, on revient encore sur les datas. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut encore voir s'il y a encore un petit souci. Voilà, ici, il y a ce petit arrondi là. C'est pas une cassure franche, comme on a pu le voir sur un des premiers freinages. Je pense que c'était... Voilà, voilà. Ouais, non, ici, voilà. Voyez, ça c'est une cassure franche. Allez, mince. Voilà. Ça, c'est une cassure franche. Vous voyez? C'est pas arrondi, c'est un angle. Clac, clac. Voilà. Et c'est en principe comme ça que ça devrait être à chaque freinage. Cassure franche. Il faut savoir aussi, également, que quand on n'a pas une cassure franche et qu'on a plus une cassure de ce type-là, ça peut également vouloir indiquer soit l'habitude du gars qui pilote de freiner comme sur route ouverte, hein, où on freine progressivement, ça peut être ça, mais ça peut aussi témoigner d'une incertitude concernant le point de freinage. C'est-à-dire que quand on ne sait pas exactement à quel endroit freiner, on commence à ralentir, et puis quand on se dit ouais là ça commence à arriver vite, on appuie plus sur la pédale. Ça peut aussi être une des raisons d'une attaque
pas suffisamment franche sur la pédale. Et donc voilà, ici on arrive à la fin du tour, on voit ici, que je dise pas de bêtises, 1. Hop. Voilà, bon, encore une fois, c'est très légèrement arrondi. Voilà, il y a moyen vraiment d'attaquer la pédale plus franchement. On l'a vu là tout de suite sur l'autre virage. C'est visiblement faisable. Maintenant, voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, je le répète encore, il faut voir en termes d'effort physique si c'est possible, si c'est faisable de manière répétée, sans avoir une préparation physique avant la course. À voir. Alors, deuxième chose qu'on peut faire, et là, ça va être intéressant à regarder, enfin, troisième chose, étant donné que sur la Fun Cup, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de capteur pour l'accélérateur, et on est obligé de se contenter de la courbe de vitesse pour commencer, et on peut également avoir quelques indices avec la courbe des G latéraux. Avec quand même un bémol, étant donné que la courbe des G latéraux, ben, on sera dépendant de la fréquence des données. Et en général, le GPS a une fréquence plus élevée que les capteurs généralement utilisés sur des voitures de type Fun Cup ou des trucs comme ça, où c'est vraiment, oui, il y a de la data, mais voilà, ça reste un système de base. On est clairement très très loin de la qualité du matériel qu'on peut avoir dans des équipes professionnelles de plus haut niveau avec des GT du championnat du monde ou des Formule 1 ou des trucs comme ça, où là clairement on a souvent une fréquence dans les datas plus élevée et du matériel qui est d'une autre qualité, forcément d'un autre prix aussi. Alors, comme on le disait, d'ici maintenant, on va... Ça, c'est un peu trop zoomé. Donc, on peut voir aussi... Oui, on n'avait pas pensé... J'avais pas pensé à regarder la phase de trail breaking. Donc, on va essayer de se pencher là-dessus. Bon, ici, c'est un freinage qui est en virage déjà dès le départ. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On va dézoomer, hein, que je me perde pas dans mes trucs. Voilà. Donc on est au T1. On va un petit peu dézoomer, agrandir ici. Alors. Donc il y a donc une diminution de la vitesse constante. Et puis une fois qu'on arrive proche de l'apex, on voit que la vitesse diminue, mais de manière de moins en moins franche. Et ça témoigne du trail breaking. Donc forcément, au plus il va relever le pied de la pédale, au moins la vitesse va diminuer rapidement. Donc ça va à tendance à aplanir la courbe petit à petit. Donc ici on voit que c'est de manière régulière. Ce qui est pas mal. Par contre, l'un comme l'autre, on voit que la remise des gaz, elle est franche. Il n'y a pas cette courbe. Il n'y a pas de cette forme arrondie vers l'accélération. Là, clairement, l'un comme l'autre, c'est du on-off. Alors, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Ça dépend de la motricité de la voiture. Encore une fois, la Fun Cup, c'est pas un foudre de guerre. Hein. Il y a quoi? Il y a 170, 180 chevaux. C'est aussi clairement aussi pour une voiture qui fait moins de 800 kg. Mais voilà, il y a quand même un moteur qui est en position centrale arrière, donc il y a quand même du poids sur l'essieu arrière, donc je pense que la motricité doit être quand même relativement correcte. On est ici sur du sec, donc voilà, c'est pas un virage particulièrement lent. Il pourrait être intéressant tout à l'heure de voir à l'épingle comment ça se passe. Je vous avoue que en termes de grip à l'accélération, j'ai encore aucun feedback, donc je peux pas me permettre de juger là-dessus. Alors ici, on voit ici deux techniques.
il y a eu très peu, de la part de Max, il y a eu très peu de trail breaking, hein. On voit que la courbe reste quasiment droite jusqu'ici, alors qu'il est quasiment au minimum de la vitesse qu'il allait faire. Il a très légèrement... Ouais, on peut même pas dire que c'est un dégressif, hein. Je pense qu'il a levé le pied de la pédale assez rapidement, et puis il a réaccéléré, mais on voit qu'ici par exemple, c'est pas une cassure, on voit vraiment l'arrondi. Donc là, il a réaccéléré progressivement pour ensuite être pied au plancher. Ici, on voit, par contre, pour Jérôme, on voit un freinage en 2 phases. Rectiligne jusque-là. Ensuite, là, visiblement, en fait, il a fait un freinage vraiment, c'est pas réellement un trail breaking avec un dégressif continu. On voit que c'est limite là, il est au max du freinage. Et là, il lève le pied, on va dire, à moitié, ou un tiers, jusqu'à la corde, et puis, il réaccélère. Donc, technique de freinage qui prend en compte le fait que la voiture tourne et que donc forcément il ne peut plus freiner aussi fort. Mais là, clairement, il y a probablement du temps à pouvoir gagner en essayant d'utiliser un peu plus le potentiel des pneus avant. Parce que ce soit ici ou là, il y a un endroit où soit la voiture pouvait encaisser plus de G latéraux, soit elle pouvait encaisser plus de G longitudinaux, donc freiner plus fort, et donc s'il pouvait freiner plus fort à cet endroit-là, ça veut dire qu'il aurait pu freiner plus tard. Donc voilà, il y a vraiment ici un freinage en 2 phases, pas réellement dégressif à cet endroit-là. Alors, voyons voir ici. Ici, voilà, dégressif. Alors, on voit une chose, c'est que chez Max, le dégressif, il a quasiment la même forme, quasiment à peu près partout. Et disons que la largeur de la courbe est du même type, mais dépend généralement comment dire, du rayon du virage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je lui ai déjà un petit peu expliqué, que en général pour le dégressif, on doit considérer qu'il y a une barre qui relie le volant et la pédale. C'est-à-dire que le pied doit se lever de la pédale à la même vitesse qu'on tourne le volant. C'est grosso modo on va dire la base de l'apprentissage du trail breaking. Après, évidemment, il y a une optimisation de ça qui doit se faire au ressenti avec le grip qu'on sent qui peut éventuellement rester dans les pneus et éventuellement travailler la rotation de la voiture. Donc, mais ça, évidemment, ça se fait avec l'expérience. Donc, on va dire que le principe de base y est. On voit que il a un dégressif qui est proportionnel, on va dire, à son braquage dans le volant. Mais voilà, comme on voit, évidemment que sa vitesse la plus faible est avant l'apex. L'idéal, s'il pouvait faire ça plus tard, ça lui permettrait de freiner plus tard, d'avoir une vitesse minimum au bon endroit et éventuellement en freinant un peu plus tard, il aurait eu la même chose avec une courbe un petit peu plus élevée en vitesse parce que là clairement il freine de trop. Donc voilà, freiner un peu plus tard, passer un peu plus vite et donc commencer son dégressif peut-être un peu plus tôt pour au final arriver à une vitesse de passage en courbe optimale. Évidemment, tout ça c'est un travail qui doit se faire progressivement, hein. La première chose, c'est de trouver son point de freinage, ensuite travailler son dégressif, enfin travailler sa vitesse de passage en courbe, voir si on peut passer plus vite,
Ensuite, travailler son dégressif. Une fois que ces trois choses-là sont en place, après, il faut commencer à essayer de grappiller un petit mètre, puis un petit mètre, puis un petit mètre, puis un petit mètre, pour vraiment essayer de trouver la dernière limite. Mais voilà, ici, on ne fait que vraiment spotter les points de travail. Donc, ici, le principal qu'on voulait voir, c'est la courbure semble correcte à première vue, alors que Jérôme a un petit peu plus tendance à avoir un freinage en deux phases. Bon, ici, ça a été on-off. Hein. Là, clairement, il n'y a pas eu de dégressif. C'est on-off. On est ici à la première épingle. Donc, bon, dans la première épingle, pardon, la première chicane. Donc oui, dans ce cas de figure, ça peut se justifier. On ne cherche pas réellement à avoir une rotation, on cherche surtout à avoir la vitesse qui va nous permettre de se placer sur le vibreur ici et d'avoir l'angle de la voiture qui nous permettra de sortir le plus vite possible. Donc ici, il n'y a pas vraiment un gros trail braking à avoir. On voit qu'ici c'est très légèrement arrondi. Donc voilà, ici, bon, on va considérer que c'est correct pour le type de virage qu'on attaque. Alors ici également, l'épingle, encore une fois, arrivé à une épingle, il n'y a pas réellement de dégressif. Donc ça, il y aura d'autres outils pour pouvoir juger de l'utilisation du grip disponible dans les pneus. Voilà, là on peut juste voir un petit peu le profil du freinage. Et là, bon voilà, le dégressif il est quasiment inexistant. Donc c'est freinage, tourner, accélérer. Bon ici il y a ces doubles chicanes, hein, c'est gauche, droite et puis de nouveau droite avec une petite réaccélération entre le gauche et le droite. Donc voilà, ici c'est quasiment on-off. Hein. Freiner, tourner, accélérer, ralentir, réaccélérer. C'est vrai, c'est quasiment du on-off là dans cette chicane. Alors ici, on voit un léger dégressif de max au freinage et progressif également à l'accélération. Donc ici, on est à l'épingle. Donc voilà, comme je le disais, comme je m'y attendais un petit peu, on est un peu plus progressif à l'épingle parce qu'on est à une vitesse beaucoup plus faible, on est à 60 km/h, donc là oui, si on tape on-off, il est possible, je pense, que d'avoir du patinage, voire éventuellement le train arrière qui dégage si on est trop brut. Donc voilà, ça c'était attendu et ça a l'air d'être pris en compte. Après, reste encore à voir si on peut avoir une amélioration là-dessus. Pour ça, il y a également d'autres outils qu'on verra plus tard dans d'autres analyses. Donc voilà, ici encore aussi, très légèrement arrondi. On verra avec également d'autres outils si c'est optimal ou pas. Ici, on arrive de nouveau à une chicane, donc il n'y a pas énormément de dégressif. On voit ici une petite variation. Donc on voit vraiment une légère modification. Alors c'est difficile à voir. Je vais essayer de voir, parce qu'évidemment voir les deux en même temps, ça peut perturber le... Oui, voilà, ça confirme ce que je pensais. On voit ici une petite cassure, donc on voit vraiment un petit freinage en deux étapes. Donc peut-être qu'à mon avis, à ce point-ci, il a peut-être vu qu'il freinait un peu trop fort et qu'il avait donc un peu de marge, donc il a soulagé sa pression. Donc là, point de freinage peut-être à travailler. On voit d'ailleurs qu'il a commencé à freiner un petit peu avant max et que la cassure n'était pas franche, il y avait un léger arrondi. Donc ici, j'ai un peu l'impression, en voyant l'arrondi ici et la diminution de la puissance de freinage un petit peu avant l'entrée, que là, à mon avis, il y a eu
une mauvaise appréciation du point de freinage, une petite hésitation, donc voilà. Ici probablement un point de freinage incertain. Mais voilà, on a fait un tour. Donc voilà un petit peu le genre de choses qu'on peut voir avec la courbe de vitesse, hein, comme vous pouvez le voir. Ça fait maintenant 40 minutes qu'on est occupé à analyser ça et on a analysé que la courbe de vitesse. Donc vraiment la courbe de vitesse c'est une courbe très importante. On peut en tirer énormément d'informations et on voit déjà que on a quand même noté pas mal de petites choses encore à voir sur le freinage. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir encore noter? Enquêter sur le grip disponible au freinage. Travailler sur des repères de freinage précis. Voir avec Jérôme pour le dégressif par étape. Voilà. Alors, investiguer sur la motricité application de l'accélérateur en mode on-off assez fréquente. Qu'est-ce qu'on avait encore vu? Donc ça, l'attaque du frein c'est fait, la vitesse la plus faible, ça c'est fait. Dégressif par étape, ok, c'est noté. Point de repère, ok. Motricité, ok. Bon, bah, je pense qu'on a noté tout ce qu'on avait pu remarquer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La vidéo est déjà beaucoup plus longue que ce que j'avais initialement prévu. On verra dans la prochaine vidéo. On fera une petite analyse de du freinage, mais cette fois basée sur la pression de frein. Où là on pourra avoir une vision plus précise de ce qui se passe avec la pédale de frein. On aura aussi également de ce fait-là une vision sur la balance des freins et de ce que j'en ai déjà vu, hein, parce que bon, moi j'ai déjà un peu regardé un petit peu de tout sur les datas, et je pense que là il y a peut-être quelque chose à travailler. En tout cas, comme la voiture était réglée à Zolder, vous verrez que dans la prochaine vidéo, il ne sera pas uniquement question de pilotage, mais peut-être d'une petite piste d'amélioration du setup pour pouvoir essayer de gagner du temps en piste. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je vous dis rendez-vous donc dans 2 semaines en principe pour la suite de ces analyses data sur la Fun Cup. Bientôt, vous serez tenu informé sur la chaîne évidemment
Il y a bientôt la saison qui va bientôt démarrer. La première course aura lieu à circuit Jules Tachny. Même si entre-temps Max ira faire une course hors championnat à Vallelunga, à Rome, rien que ça. Bon, évidemment, je ne pourrais pas être sur place. Mais normalement, en principe, je devrais pouvoir être sur place à Tachny, mais d'ici là, on aura encore d'autres vidéos à voir. Allez, pensez à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, hein, parce qu'évidemment, bien sûr, tout ce qu'on voit là est également applicable en sim racing. Hein. Ceux qui ne sont pas abonnés, ben, pensez à le faire. Si les activités ici autour de la VMAX vous intéressent, ben, il y a la partie e-sport qui est accessible ben, à tout sim racer motivé. Et donc je vous dis comme prévu, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.